merci beaucoup, hein, Audrey, d'être là avec nous aujourd'hui pour évoquer plein de Merci. choses et en particulier notre rapport aux animaux, mais sous un angle un peu différent cette fois-ci. D'abord, pour commencer, vous, votre rapport perso au monde animal. Comment ça a commencé on va dire, cette rencontre avec le monde animal? Oui, mais je pense comme beaucoup de gens, ça vient de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a en effet un lien tout à fait privilégié avec le monde animal quand on est enfant. Et je pense que tous les petits-enfants expérimentent ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la fascination, de l'émerveillement devant la richesse du monde animal, et aussi une sorte de refuge affectif par rapport à ce qu'ils peuvent nous apporter sans langage. Et ça, c'est une dimension qui est tout à fait importante, je pense, c'est-à-dire le fait que les enfants, tout comme les animaux, ne maîtrisent pas le langage et donc ne sont pas dans le même monde que les adultes. Il y a beaucoup de points communs entre les enfants et les animaux dans leur façon de vivre aussi l'instant présent. Et je pense que cette spontanéité est un lien qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup touchée quand j'étais plus petite. Et je trouvais que voilà, il y avait une affection, une tendresse dans les animaux de compagnie ou dans les animaux que je pouvais côtoyer, que je trouvais pas forcément avec mes camarades ou mes congénères enfants. Et je pense que comme beaucoup d'enfants qui sont un petit peu à part, ou qui sont un petit peu solitaires, on développe voilà, une vraie proximité avec ce monde animal. Après, la différence, c'est que moi, j'ai gardé ce lien, alors que beaucoup, en fait, perdent un peu cette connexion avec les animaux quand ils grandissent. Un animal particulier aussi qui vous a marqué dans votre enfance, qui vous a accompagné Oui, alors ça fait toujours sourire parce que c'est pas des animaux très nobles, mais moi j'ai adoré mes cochons d'Inde. Voilà, Ouais. j'avais des cochons d'Inde et je sais que ça fait sourire, mais c'est au contraire en fait quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est des animaux qui sont extrêmement vulnérables, c'est-à-dire que le cochon d'Inde n'a aucun moyen de défense et, euh, et c'est vrai que en fait, c'était oui, c'était un peu voilà l'animal vulnérable qu'on câline, dont on prend soin, et c'est aussi une manière d'évoquer la responsabilité qu'on a avec les animaux et qui s'éduque et qui grandit quand on est à leur contact. Alors on y vient justement à cette responsabilité et ce rapport mutuel et ancestral entre le monde animal et les hommes. Alors il a intéressé assez rapidement les penseurs, il a interpellé beaucoup et c'est aussi source de conflits. Alors on vient sur le monde de la philosophie qui vous intéresse plus particulièrement. Ça a été assez conflictuel en fait, ce rapport qu'a pu avoir le philosophe ou les philosophes peuvent avoir au monde animal avec des approches radicalement différentes, au fond, faire envers l'animal. C'est un sujet de débat depuis un Oui. moment. Oui, tout à fait. En fait, très souvent, l'animal a été utilisé non pas pour lui-même, mais comme trope, c'est-à-dire comme miroir inversé de la condition humaine et comme manière de développer en fait les spécificités humaines et avec elles la supériorité humaine. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont on a appréhendé la condition animale, on se rend compte que à chaque fois, c'était une manière de mettre en lumière ce que l'homme avait de différent, mais surtout de supérieur. Ça passe notamment par justement la raison. Et avec la raison vient en fait tout un tas de particularités. C'est pas seulement l'abstraction, la logique ou le langage, mais la raison, c'est aussi ce qui permet de nous affranchir de notre instinct. Et donc là, on a vraiment la pierre angulaire de la distinction entre la condition humaine et les autres animaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que nous, on peut s'affranchir de notre instinct, il y a une cascade de conséquences qui mènent à la liberté et à la distinction entre le bien et le mal, à la capacité de s'améliorer moralement, la capacité justement d'avoir un prisme en fait de conscience morale que l'animal n'aurait pas.
Et je parle au conditionnel parce qu'il y a de récentes études qui remettent un peu ça justement en cause, mais c'est tout à fait récent. Et donc dans l'histoire en fait de l'intérêt qu'on a porté philosophiquement ou culturellement aux animaux, c'était souvent pour en retirer un prestige ou un mérite. Ou leur nier même, comme avec Descartes, effectivement, où là, toute, entre guillemets, conscience est presque niée. Oui, alors il faut se garder aussi de faire dire au pauvre Descartes ce qu'il n'a pas dit, c'est-à-dire que souvent on entend les animaux machines et on se dit ah oui quand même Descartes, et c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien comment un esprit aussi supérieur que celui de Descartes aurait pu nier en fait à ce point la sensibilité des animaux. En fait ce qu'il dit quand il parle des animaux machines, c'est que leurs réactions sont des réactions automatiques et qu'elles n'ont pas été en fait pensées ou voulues. Il prétend pas que les animaux ne souffrent pas. Et ça, c'est un amalgame qui a souvent été fait et qu'on entend beaucoup, comme dans voilà, beaucoup de citations très connues de philosophie, elles sont souvent mal interprétées. Et c'est vrai que Descartes ne nie pas du tout la sensibilité ou la souffrance des animaux, c'est plutôt dans leur réaction qu'il indique en fait avec ce côté rationaliste et donc mécanique que le vivant obéit et en fait obéit à des lois mécaniques parce qu'on est justement dans cette manière de penser du vivant comme étant un ensemble de réactions à des causes. Donc il dit au contraire que les animaux ont une sensibilité, hein, mais c'est vrai que on va dire qu'avec Malebranche, qui est bien pire à ce niveau-là, il fait partie des philosophes qui ont contribué quand même à asseoir un côté assez voilà, objectif et dénué de sensibilité dans l'opinion commune par la suite. On en vient plus particulièrement à vous, à votre expérience de philosophe et de rapport au monde animal et de prise de conscience, qui a donné lieu entre autres à un livre, hein, Montaigne, Kant et mon chien. Comment vous en êtes venu à vous dire, au fond, il y a un enseignement très puissant qui nous vient du monde animal. À quel moment, comment ça s'est déroulé ? C'est vraiment, alors à la mort de mon chien, je me suis rendu compte de vraiment tout un tas de choses que j'avais pas perçues avant. Et ça paraît un peu naïf hein, de dire ça, mais en fait, comme très souvent dans la vie, il faut perdre les choses pour se rendre compte de leur valeur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup sous-estimé en fait tout ce que ce compagnonnage quotidien pouvait nous apporter. Et je pense que c'est fondamental pour tout un tas de personnes. Et en effet, la relation avec l'animal en tant qu'individu, parce que c'est vrai qu'avec un chien, on n'est plus dans le cadre de l'espèce, mais on est vraiment sur une relation individuelle qui est très puissante. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des grandes leçons et que ce que le chien nous apportait, ben, c'était curieusement et étonnamment ce que les humains n'étaient pas toujours capables de nous apporter. Et qu'en fait, on trouvait dans ce compagnonnage ce qu'on ne trouvait pas dans certaines relations humaines. Et c'est vrai que, alors on peut évoquer la fidélité, qui est inconditionnelle entre voilà, le chien et son maître. Et c'est un exemple, mais c'est vrai que ne serait-ce que la joie ou voilà, l'absence de jugement, ce sont des aspects qu'on ne trouve pas forcément dans des amitiés humaines, qui sont toujours conditionnées quand même. Et on ne sait jamais combien de temps elles vont durer non plus. Et c'est vrai que ça, c'est quand même des vertus, on peut parler de vertus morales, que l'animal nous offre et qu'on ne trouve pas de cette qualité-là, en tout cas très très rarement, de manière exceptionnelle chez les humains. Et là, je pense qu'il y avait quelque chose voilà, à dire là-dessus. Et justement, là, je vous cite, hein, si philosopher, c'est apprendre à mourir, le chien, lui, nous apprend à vivre. En quelque sorte, on peut devenir le disciple de son chien ? Ben, l'idée, c'est en tout cas d'avoir la capacité à percevoir ce que le chien nous apprend tacitement. C'est-à-dire qu'en effet, la communication avec l'animal est assez réduite et pourtant elle est très forte. C'est-à-dire que c'est une relation où il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'échange verbal, il n'y a pas la complexité du langage. Et donc on pourrait se dire que finalement l'échange est assez pauvre. On pourrait penser que justement la relation est forcément appauvrie du fait de cette absence de langage, alors qu'en fait c'est une manière de rétablir justement d'autres moyens de communication plus spontanés, d'avoir un côté tactile qui est beaucoup plus fort, d'avoir une attention aux habitudes,
une attention justement à ce qui fait notre environnement et qu'on perd. Et je pense que justement, rendre au chien ce qu'il nous apprend, ça passe par ce côté de se mettre à son niveau. Et donc d'avoir en tout cas la capacité à sortir un peu de son prisme très humain en fait, hein, et de ne pas voir uniquement le chien comme étant un seul animal de compagnie. Ça développe profondément l'empathie, on va dire, envers l'autre. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que le chien, il est complètement dépendant. Alors, je parle du chien, mais on pourrait parler du chat, mais c'est vrai que c'est un peu plus flagrant avec le chien. Il a une dépendance vis-à-vis de l'humain qui est extrêmement forte, qui n'est pas sans rappeler celle qu'ont les enfants envers leurs parents. C'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui sont otages de la situation dans laquelle ils sont plongés. Et donc ça nous force évidemment à être extrêmement vigilants sur la manière dont on prête attention aux besoins d'autrui, que ce soit les enfants ou les animaux qui vivent avec nous, parce qu'on est seul capitaine du navire et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc ça nous force vraiment à être à l'écoute et à avoir en effet une empathie qui va devancer en tout cas les besoins. Et là justement on se rend compte que l'humain est rarement à la hauteur parce que nombre de chiens sont maltraités. Maltraitance active, volontaire, ou maltraitance passive, avec des conditions de vie qui ne leur correspondent absolument pas. Donc c'est vrai que là, l'empathie est vraiment fondamentale, et les animaux nous ouvrent à ça, oui, oui, tout à fait. Et ça ouvre à un débat plus large sur le monde animal et sur la condition animale, débat que vous avez aussi investigué, abordé, dans lequel vous êtes investi, qui est celui plus largement, quand on prend en compte, ou quand on est dans cette empathie ou dans cette volonté de rapports différents, on en vient à évoquer la place de l'animal et l'exploitation globale de l'animal et ce rapport aussi à la souffrance. Là, on en vient à un autre chapitre que purement sur la philosophie, enfin, qui a trait aussi et qui vous intéresse particulièrement, c'est effectivement la prise en compte de la souffrance animale et son constat et aussi la volonté de la diminuer, de faire évoluer notre rapport à l'animal aussi sous cet angle-là. Oui, et c'est vrai que souvent, on a une empathie qui est un petit peu bicéphale, c'est-à-dire qu'on va la voir avec une forte dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on va on va être plein de précautions pour les animaux qu'on connaît, donc les individus qui vivent avec nous, qui nous sont proches. En revanche, on va avoir une forme d'aveuglement et d'invisibilisation de tous les autres animaux qu'on ne voit pas et qui souffrent pour autant dans la manière à cause de nos modes de vie, que ce soit l'alimentation, les divertissements, la manière dont on s'habille, etc. Et donc, c'est vrai que, en fait, l'exploitation animale, enfin, les industries ont quand même réussi ce tour de force qui est de la massifier et en même temps de l'invisibiliser, ce qui fait qu'au quotidien, personne n'a l'impression de faire souffrir les animaux. Et ça, c'est quand même extrêmement fort parce que si on compare avec ce qui se passait, ne serait-ce qu'il y a un siècle, on n'en était pas du tout à ces niveaux-là de massification de la souffrance animale. Et donc là, quand même, on se rend compte qu'il y a un vrai tournant depuis 100 ans, 150 ans, où à la fois, on commence à s'intéresser aux animaux et on s'y intéresse vraiment pour eux, avec tout un courant, il y a énormément de livres sur le sujet, il y a beaucoup de débats, la loi a évolué, etc. Et simultanément, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 150 ans, simultanément, on n'a jamais eu autant de souffrance animale, que ce soit pour l'alimentation, pour les élevages, mais aussi pour les spectacles, etc. Donc, il y a quelque chose de complètement paradoxal là-dedans qui tient à l'organisation de notre société occidentale très très clairement. Et donc là, on a quelque chose à faire, mais c'est extrêmement lent de faire bouger les choses. Justement parce que les abattoirs ne sont plus en pleine ville, parce que je pense que ça... Enfin, tout un chacun serait horrifié aujourd'hui, contrairement en 1850. Voilà, aujourd'hui, on est quand même dans un rapport à la mort aussi qui est très différent par rapport à cette époque-là. Et alors justement, vous personnellement, c'est quelque chose donc, qui vous a une philosophie de l'action, qui vous a amené vers l'action aussi, vers cette prise de conscience en amont. Vous avez donc agi en investiguant d'abord, en cherchant à comprendre comment les choses se passaient.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au début, assez classiquement, j'ai commencé à militer comme beaucoup de jeunes. J'avais 25 ans et donc j'ai commencé à faire, voilà, distribuer des tracts d'informations dans la rue, faire des manifestations, ce genre de choses. Et assez rapidement, je me suis confrontée aux limites d'action de ce mode-là. Je me suis dit, est-ce que je peux pas faire des choses quand même un peu plus fortes? Je voulais vraiment agir parce qu'en fait, quand on découvre, c'est un mécanisme psychologique tout à fait connu, mais c'est que quand on découvre quelque chose d'affreux, d'atroce, etc., le moyen de contrer ça et de ne pas rester dans l'impuissance, c'est d'agir et c'est de se sentir un petit peu utile, d'essayer d'améliorer les choses. Et donc, je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup de militants de la protection animale que l'expérimentation animale était très mal connue de la part des militants, qu'aucun n'avait été dans des laboratoires, alors que j'en connaissais plusieurs qui avaient été dans des élevages ou des abattoirs. Pour le coup, les laboratoires, c'était vraiment l'angle mort du sujet. Dans les médias, on n'en parlait pas du tout. Donc c'était comme si ça n'existait pas. Et quand on en parlait aux gens dans la rue, en distribuant des tracts, etc., beaucoup pensaient que ça n'existait plus depuis les années 80. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire parce que finalement, personne ne sait ce qui se passe, moi la première. Et donc, je voulais absolument rentrer dans les laboratoires pour essayer de comprendre à la fois pourquoi on faisait des expériences, pourquoi on nous disait que c'était nécessaire, qu'est-ce qui était vraiment nécessaire, qu'est-ce qui ne l'était pas, et comment les gens vivaient aussi au quotidien cette souffrance animale omniprésente. Donc c'est vrai que ça a donné lieu à 1 an d'enquête de ma part. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. C'est juste que voilà, j'ai réussi à rentrer dans les laboratoires, à y rester suffisamment longtemps pour accumuler beaucoup d'informations. Et ça me paraissait essentiel à cette époque-là, donc c'était il y a 10 ans maintenant. Vous avez conscience, et j'imagine que oui, que au fond, cet engagement radical que vous avez eu dans votre vie, dans votre être, c'est le monde animal, et c'est ce rapport au monde animal qui l'a suscité et qui a profondément influencé votre vie et votre être, pour le coup. Oui, 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 complètement. Et je pense que y a quelque chose qui est de l'ordre aussi. Alors, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans tous les propos des interlocuteurs que j'ai eus pour le livre Causerie animale, puisque dans différents domaines, le zoo, voilà, l'élevage, etc., j'ai interviewé des gens qui travaillaient au quotidien avec les animaux. Et c'est quelque chose qui est ressorti aussi de leurs propos, qui était de dire les animaux m'ont énormément apporté dans la vie. Et je voulais leur rendre quelque part, voilà, leur rendre ce don. Enfin, c'est une forme de contre-don en fait. C'est rendre aussi une part de ce qu'on a reçu. Et c'est quelque chose qui était omniprésent de la part des interlocuteurs qui agissaient pour le bien-être animal, de dire voilà, les animaux m'ont beaucoup donné. Et une fois adulte, je voulais leur rendre ça. Et c'est vrai que pour ma part, c'est un peu la même chose. Quel serait l'enseignement principal, c'est un peu réducteur ce que je demande là, mais que nous délivrent les animaux? Si on devait le synthétiser en un enseignement principal, quel serait-il? Mais je pense que, alors c'est très compliqué comme question, Ouais, enfin, pas mais je forcément pense intelligent comme que question non plus d'ailleurs. oui, mais je pense que il y a une qualité de présence de l'animal. Moi, je pense que c'est quand même ça. Alors, c'est pas forcément l'acceptation, mais le fait d'apprécier d'être là. Tout de suite, ça fait un peu New Age quand on dit ça comme ça, mais c'est une vraie leçon et c'est quelque chose qui nous coûte à nous énormément parce qu'on est toujours dans le faire, dans la productivité, on court partout, etc. Pour des raisons qui sont parfois très égotiques aussi ou très égocentriques. Les animaux n'ayant pas ça, étant débarrassés justement de l'ego, je pense que voilà, ils ont une qualité de présence et d'être là dans la réalité que nous avons beaucoup de mal à atteindre. Un peu comme les enfants. Exactement. Et ça c'est quelque chose de très compliqué. On a beaucoup de mal. Alors, on va recourir à voilà, de la méditation, on va essayer de... Mais c'est quand même très difficile. On est souvent plongé dans des ruminations du passé ou dans des inquiétudes de l'avenir. On est très rarement dans notre présent. Enfin, on apprécie pendant ce temps-là. La vie passe. Une question qu'on pose à chaque fois, un animal préféré? Un animal totem ou un animal qui vous suit? Ah, alors en tout cas, moi je suis un oiseau de tempérament, je me reconnais beaucoup dans les oiseaux parce qu'ils aiment la légèreté, ils aiment justement, ils sont pas tout à fait sur terre.
Et avec la philosophie, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tout à fait sur Terre. J'aime bien le côté migrateur aussi des oiseaux, et puis ils chantent. Enfin, il y a une gaieté dans l'oiseau, donc je me reconnais dans l'oiseau, voilà, les oiseaux en général. Oui. Bon, merci. Bon, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont particulièrement, je vais citer Profession animal de laboratoire, qui est un ouvrage qui est paru aux éditions Autrement, qui a marqué. On a évoqué la philosophie avec, bien sûr, Montaigne, Kant et Mon chien, qui est un essai paru en 2022. Animal Testing, Sortons les animaux des labos. Aussi, qui est sorti. C'est les enquêtes, oui, c'est ces différentes enquêtes qu'on a pu mener avec l'association, et c'est vraiment un regard sur aujourd'hui l'expérimentation animale en France. Voilà, les freins et les changements. Aussi d'autres ouvrages, je cite à la volée, Animalité, 12 clés pour comprendre la cause animale, essai et photographie, donc ça c'est encore un autre ouvrage qui montre... Oui, c'est un livre de photos, voilà. Oui, avec Laurent Baheux, qui est photographe animalier. Il n'y a rien que vous auriez aimé dire qu'on n'a pas dit ? Si, peut-être juste préciser qu'en effet, oui, je pense que c'est important, le rapport à l'animal permet aussi d'envisager des solutions, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans les parcs animaliers. On voit quand même pas mal de choses qui changent, même si c'est très lent. Tout n'est pas noir, et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a toujours des personnes qui proposent des initiatives qui permettent de concilier les choses. Si je prends l'exemple du zoo, alors oui, le zoo, c'est quelque chose de triste et de mortifère, même pour les animaux sauvages. En revanche, il y a des exemples de parcs animaliers qui sont des refuges, justement pour des animaux de cirque ou des animaux de laboratoire qui ont été maltraités, et qui permettent de voir la faune sauvage tout en justement prenant soin des animaux. Et c'est un exemple qui permet de montrer des initiatives qui concilient le bien-être animal, évidemment. Et voilà, il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout interdire. Non, c'est trouver des solutions, et ça me paraît très important.